Quel est l'état de santé du secteur de transport en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous allons parler des maîtres Didier Mazenga Mokanzu, le ministre des Transports. Depuis qu'il est à la tête de ces méga-ministères, quelles sont les réalisations enregistrées en République démocratique du Congo dans ces secteurs? Pour y répondre, nous avons en face de nous Maître Babi Kayeye. Il est analyste et expert dans le domaine des transports. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup. Oui, et parce que nous allons parler du transport, nous allons aussi analyser et profiter en 2 minutes pour essayer de sensibiliser sur l'utilisation des ouvrages nouvellement inauguré par le président de la République. Vous avez compris qu'il s'agit de sauts de moutons. Aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer déjà plus de 3 accidents. Alors, il faudrait, comme il est expert en transport, nous allons également analyser ce point. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine, notre magazine RDC, Infrastructure et Développement. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur des transports. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes expert dans le domaine des transports en RDC. Est-ce que pouvez-vous nous dire aujourd'hui, l'année 2020, quelles sont les grandes réalisations qui ont marqué ces secteurs, qui vous a personnellement touché en tant qu'expert? Merci beaucoup pour l'invitation et surtout pour la parole que vous m'accordez et l'opportunité que vous m'offrez en début de cette année de pouvoir passer devant votre média. Pour revenir à la question que vous nous posez, nous voulons d'abord vous dire que nous sommes d'abord avocats de profession. Et ça fait bientôt plus de 15 ans que nous exerçons cette profession d'avocat. Et puis, le secteur des transports nous a beaucoup intéressés et nous a intéressés davantage dès lors que nous avons appris que Maître Didier Mokanzu, qui est un avocat et un confrère pour nous, chapeautait ces ministères-là. Et nous avons suivi de pas à pas toutes ces activités depuis qu'il a accédé au pouvoir. Bien sûr, sous le leadership éclairé du chef de l'État et sous les bâtons de celui qu'on appelle le primum inter pares du membre du gouvernement, je cite les premiers ministres. Donc, nous avons suivi, je disais, de près, les pas à pas, les activités de son Excellence, Monsieur le ministre Didier Mazenga, et nous pourrons vous donner, étape par étape, secteur par secteur, parce que vous savez que le secteur des transports a principalement 4 secteurs. Il faudra sachez qu'il y a le secteur de voies de transport, et donc routier, voulais-je dire, il y a aérien, il y a maritime, fluvial et lacustre, et à cela, il faut ajouter les ferroviaires. Et vous vous rendrez compte que pendant toutes ces années, l'excellence, monsieur le ministre, qui chapeaute ces ministères-là, a réalisé dans chaque secteur quelques activités. Il y a beaucoup d'avancées dans les secteurs fluviaux, dans les secteurs maritimes, dans les secteurs aériens, tout comme dans les secteurs ferroviaires. Évidemment, cela n'est pas un secret de polichinelle. Vous savez que même dans la société que la population congolaise n'est pas aussi inculte que les gens le croient. C'est une population qui est très éveillée, qui suit les activités de leur ministère pas à pas. Même à travers la société, vous sentez que les gens disent des prouesses qu'ils réalisent ces ministres-là. Nous sommes à mesure, comme nous avons dit que nous avons suivi de pas à pas toutes ces activités, nous sommes à mesure de vous dire dans chaque secteur quelle a été la réalisation faite par Parce qu'on va parler ces ministres des transports et de communication. Nous devons commencer d'abord par le secteur routier. Qu'est-ce qui a beaucoup marqué l'année 2020? Et il est à la tête de ces ministères depuis combien de temps? Donc ça ne fait même pas 2 ans depuis qu'il chapeaute ces ministères-là. Mais les réalisations sont palpables. Très palpables. Si nous devons commencer par le secteur routier. Le secteur routier, vous savez qu'il y a eu un programme qui a existé avant même que le ministre vienne ici. Au fait, l'État a créé l'établissement pour faciliter la mobilité de nos populations. Je voulais parler de la société Transco. Cette société a été dotée en bus depuis, je crois, 2014, de ce que je m'abuse. Et ces bus ont été utilisés jusqu'à un certain moment, tout le monde s'en plaignait. Parfois, les bus Transco étaient la cause des embouteillages dans de grandes artères. Il fallait absolument renouveler ces chars automobiles. Et le ministre qui est arrivé, il a mis tout son poids pour pouvoir renforcer la capacité de flotte de cette entreprise, l'objet de cet établissement public. Et aujourd'hui, cela est chose faite. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'établissement public de transport Transco a bénéficié de 440 bus. Ces 440 bus dont vous faites allusion, ils ne sont pas encore en circulation. Mais c'est déjà un acquis.
c'est déjà un acquis. Les 440 bus font aujourd'hui partie du patrimoine au fait de la flotte des Transco. Et dans les 400, vous savez, nous avons connu une situation très dramatique. Je voulais parler de la pandémie, du coronavirus, qui a un peu handicapé le mouvement de ces bus-là. Les bus étaient, donc on était obligé de faire envoyer ces bus-là lot par lot. Il y a eu un premier lot de 110 bus qui est arrivé, puis 110 bus qui ont déjà été réceptionnés par de quoi s'est passé sur le média, tout le monde l'a vu. Donc aujourd'hui à Kinshasa, si vous allez dans les installations de transport, vous trouverez 220 bus Volvo, je crois. Qui attendent juste pour être mis en circulation. Qui attendent parce que vous savez que ce sont des engins qui ont coûté cher au gouvernement. On ne va pas les mettre en circulation. Il faudra peut-être revoir les personnels, les former, les chauffeurs et tout ça pour pouvoir les mettre en circulation. Mais c'est déjà un acquis et les choses, je crois, sont en train d'être faites pour que ces bus-là soient mis en circulation. Et si vous avez bonne mémoire, récemment, lorsque le ministre, parce que nous suivons toutes ces activités, a été pour pouvoir réguler la circulation pendant la période de fête, il a promis de mettre 50 bus Transco en circulation pour faciliter la mobilité pendant la période de fête parce qu'il y avait trop d'embouteillages, tout tas d'histoires. Donc, ces bus-là sont déjà là et je crois, si j'ai bonne mémoire, à moins qu'il y ait changement de programme de dernière minute, le 26, sinon vers la fin de ce mois, les ministres vont encore recevoir 110 autres bus, qui est le troisième lot, pour profit de transfert qui fera 330 bus. Et le dernier lot viendra, je crois, au mois de février. Donc, sur ce côté-là, l'action est palpable. Dans cette situation de pandémie, dans cette situation de morosité économique, les ministres et le gouvernement sont arrivés à doter cet établissement public de 440 bus. Je crois que ça, c'est une action qui mérite d'être reconnue. Oui, parce que nous parlons de ces bus qui doivent circuler d'ici là sur le chaussée de Kinshasa. Le président de la République venait d'inaugurer les 4 sauts de moutons. Il y a d'autres qui sont encore en construction, presque en finalisation. Mais nous avons enregistré depuis 3 accidents qui ne sont pas mortels. Mais à votre niveau, est-ce que vous pensez aussi déjà à commencer à faire une sensibilisation à vos chauffeurs et à vos clients, je dirais à la population, pour essayer de respecter les normes requises pour utiliser ces ouvrages? Évidemment que oui, mais permettez que je revienne un peu sur l'aspect des bus. En dehors de l'établissement Transco, le gouvernement a aussi mis sur pied un programme qu'on appelle le programme Esprit de vie. Si vous vous rappelez, au début même de son mandat, le ministre a doté ce programme, je crois, de 200 bus qu'on a donné aux Congolais, parce que l'objectif de ce programme, c'est de créer une classe moyenne. Une classe moyenne de transporteurs, c'est dans l'esprit de pouvoir évacuer les bus qu'on appelle communément esprit de mort pour les remplacer par des bus qui ont un confort qui permet à nos populations de circuler en toute dignité humaine. Donc de ce côté-là aussi, le ministre a fait un effort pour pouvoir doter ces programmes-là d'un nouveau lot de bus et d'autres sont encore à venir. Pour revenir à votre question par rapport aux sauts de moutons, je voudrais d'abord dire à nos populations que les sauts de moutons, ce sont des routes comme toutes les routes. Et à Kinshasa, les sauts de moutons, je parie que ça a déjà existé. Peut-être qu'on ne s'en est jamais rendu compte. C'est peut-être le terme qui est nouveau. Si vous allez sur l'échangeur de limité, nous sommes pratiquement en saut de mouton. C'est qu'on a construit sur le pont Matete, qu'on appelle le viaduc de Matete. C'est une sorte de saut de mouton. Donc, il ne faut pas que les gens croient que le saut de mouton est une sorte de spécial. C'est une route. C'est une route. Mais à cela ne tiennent. C'est tout à fait normal que sur le boulevard Lumumba, les gens n'étaient pas habitués à voir des routes comme ça. Quand cela arrive, ça attire la curiosité. Il y en a qui passent par plaisir, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils doivent se protéger. Je peux mettre ces accidents dans le cadre de cette curiosité-là, mais je dirais que le gouvernement, ou bien le ministère des Transports en général, où nous avons une vision assez poussée, a pris des dispositions. Vous avez vu, je vous ai dit tantôt que le ministre était en circulation avec les agents de la SNPR. Oui. Notre gouvernement a toute une structure pour la prévention. Et cette structure est sous la tutelle du ministère du Transport. Évidemment, oui. Ce qu'on appelle la Commission nationale de prévention routière. La SNPR. Donc la question que vous posez est exactement une question de prévention. Et je pense que nous suggérerons au ministre de pouvoir replacer les agents de la SNPR juste aux endroits de saute-mouton pour pouvoir dire à nos populations comment pouvoir utiliser ces ouvrages-là
pour éviter qu'il y ait encore de pertes en vies humaines. Mais à cela, il faudra mettre en contribution, bien sûr, les agents de la police spéciale routière, ce qu'on appelle en général les PCR. Il faudra qu'ils soient là pour pouvoir réguler la circulation, parce que ce sont eux qui peuvent constater et sanctionner les infractions. Les agents de la CNPR sont pour la prévention. Donc il faudra que ce jumelage-là se fasse entre la CNPR et la PCR pour pouvoir réguler la circulation, et la PCR doit être là pour pouvoir prévenir, dire à nos populations comment utiliser non seulement les sauts-moutons, mais en général toutes les routes. Oui, parce que nous parlons de la CNPR, cette structure a organisé une petite réunion avec la société qui a exécuté les travaux de construction de ces ouvrages et la structure qui a piloté la supervision, l'OVD. Nous allons prendre une petite pause pour suivre quelques recommandations visant à sensibiliser pour prévenir et éviter les accidents mortels sur ces ouvrages. Nous allons prendre une petite pause. La Commission nationale de la prévention routière, la CNPR, qui avait à sa tête son coordonnateur, et l'Office des voiries et drainages OVD, qui avait à la tête son directeur général, l'ingénieur Victor Toumbachi, qui est là. On suit en 2 minutes et puis on se retrouve pour poursuivre cette émission. Le chef d'État a inauguré les différents sautes-moutons dans la ville de Kinshasa. Il était tout à fait normal, après avoir remis ces sautes-moutons à l'usage de la population, en observant ce qui s'est passé, que nous puissions prendre un recul avec le président du CNPR et les entreprises qui ont construit ces ouvrages, afin de faire le point et de voir comment on peut améliorer davantage la circulation sur ces ouvrages. Il est important de souligner qu'il y a un travail de sensibilisation qui doit être fait, qui doit continuer. Comme je l'ai dit le jour de l'inauguration, en observant ce qui se passe, il y a assez de nos compatriotes qui n'ont pas encore compris. J'avais dit que ceux qui ont le droit de passer sur le saute-mouton, c'est seulement les véhicules, et non pas les motards, et non pas les chariots-mains. Vous avez vu même une vache qui était sur le saute-mouton de Mandela. On ne sait pas par quelle magie cette vache s'est retrouvée sur ça. Donc c'est tous ces éléments-là que nous voulons voir comment remédier à cette situation. Il y a eu aussi des accidents sur le saute-mouton de Sosimat et celui de Bonhomme, bien que ce n'est pas sur notre gestion. Et nous croyons, nous avions insisté que la vitesse autorisée sur le saute-moutons est de 40 km à l'heure. Mais nous constatons que les usagers de la route, apparemment, ils n'ont pas encore compris. Et c'est ainsi que nous voulons voir aussi si nous pouvons améliorer davantage la signalisation horizontale pour davantage éviter qu'il y ait de problèmes sur ces ouvrages. Il faut reconnaître que c'est la première fois que nous avons ces ouvrages. Tout le monde veut monter ces ouvrages, même ceux qui ne sont pas autorisés. Donc, nous avons l'obligation de continuer le travail de sensibilisation. On a vu même un automobiliste qui a tourné sur le saute-mouton. Ce qui n'est pas permis, c'est le saute-mouton de Sosimat. Quand vous êtes engagé, vous ne pouvez pas tourner au-dessus de cet ouvrage. Donc vous comprenez qu'il était important que nous puissions avoir cette réunion pour voir dans quelle mesure, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour améliorer davantage l'utilisation de ces ouvrages qui étaient un cadeau du chef de l'État à la population quinoise. Je pense que le DG l'a bien dit, la CNP a un rôle, c'est la pédagogie. Nous sommes appelés à sensibiliser les usagers de la route par rapport à l'ouvrage qui nous a légué son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une œuvre de grande envergure. Les travaux ont été effectués, mais ici il s'agit par rapport aux remarques que nous avons constatées après l'inauguration de ce saut de mouton. Nous voyons les conducteurs qui font un demi-tour. Nous voyons les gens qui ne respectent pas
les différentes signalisations par rapport à la limitation de vitesse. Et donc, c'est pour nous de pouvoir encore améliorer au travers la campagne de sensibilisation. Mais avec la campagne, ça ne suffit pas. Parce que la CNP n'a pas le pouvoir contraignant. Il suffit donc à la police, et singulièrement à la police de sécurité routière, de bien vouloir contraindre de toutes les voies possibles. Car sans sanction, nous allons toujours enregistrer des cas d'accidents et des cas de mort. C'est pourquoi, pour ce qui nous concerne la CNPR, nous allons améliorer par rapport aux différentes étapes qui restent, aux différents travaux qui restent, tels que la signalisation verticale, la signalisation horizontale par rapport aux différents sauts de moutons, pompage et puis saucimat. Et pour le reste, nous nous disons aux conducteurs et surtout nous appelons à l'association des chauffeurs et surtout de motards aussi. Parce que nous voyons vers pompage où le motocycle sont en train de tourner, de faire un demi-tour vers le pont. Et ce n'est pas bon. Alors qu'il y a des panneaux qui indiquent et qui interdisent aux motards de pouvoir accéder, aux piétons et également aux tireurs de charrons. Et donc ce n'est pas bon pour nous de pouvoir avoir tout état de choses. C'est pourquoi nous demandons à tout usager de la route, à tout conducteur, à tout motocycle de pouvoir respecter l'ouvrage, car cet ouvrage est d'une grande envergure que nous a légué le chef de l'État, M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Quelque chose dans Lingala, dans Lingina Lobaboye, dans Kanisi Bomanaki, le 31 décembre, le chef d'État a inauguré qui Bassot Mouton et après ça, Kiango, la population kinoise, au Bassepelaki pour l'ouvrage. Mais tu as observé quand même, depuis Bafungla Kiango, Bamambeba Ezali, accident Ezali, non-respect, il y a Mibeko, parce que tout le monde qui joue à ouverture que Baroyo Bako le Kana saute mouton et ça automobiliste, motard, chariomène, piéton Bako Matawana. Mais qu'est-ce qu'on observe pas tout ça comme on a Bandegonabiso, Oyo Baza piéton, Bandegonabiso ya motard, Baza Matawana. Alors que panneau ezali, Bazali ko respecter panneau wana te. Yangwana lelo na ndekonanga ya CNPR na ba entreprise to se réunir pour totala nini toko kosala pour to améliorer situation wana. Tozali na travail à sensibilisation toko sala moninga nanga ya CNPR ye muntu a se charger na travail à sensibilisation avant tout le cas na PCR soka koti e kozala ba sanction mais avant tout ça la ba sanction tolingi to sala d'abord sensibilisation to ebisa bandeko na biso ba respecter bibeko ya code de la route pour éviter l'accident. To monaki même mutu na likolo ya saute mouton aza ko sala ba manœuvre ya ko tourner wana pekisami pe to lobi to beti sete surtout pour la saute mouton ya pompage ba aider biso ba évacuer batu nyonso oyo basali na se ya pompage wana et comme ba marcher. Or na se wana ba véhicule pe eza koleka et ko constituer esika moko ba accident yango to sengi na autorité provinciale pe na ba autorité municipale ba aider biso ba résoudre problème yango wana lelo to sanganaki na moninga na CPR na ba entreprise o ba construire ba ouvrage pour total ndenge nini ya ko améliorer davantage pour que circulation na bisika wana ezala malamu. Oui, après avoir parlé du secteur routier, nous voici maintenant de retour. Nous allons essayer d'analyser maintenant sur les secteurs ferroviaires. Quelles sont les avancées qui ont été enregistrées pragmatiquement, concrètement? Merci une fois de plus pour la parole. Vous savez que les ferroviaires, on peut dire que c'est le moyen de transport du développement. Si vous en souvenez, je crois que c'est Henri Morton-Stalley qui disait que le Congo ne veut pas un penny. Et avait compris. Et le ministre, quand il est arrivé, le secteur ferroviaire, chez nous, au Congo, vous savez, nous avons une société qui s'occupe du ferroviaire principalement. C'est la SNCC. Il faut ajouter aussi à cela la SCPT Exonatra, qui a aussi une direction
ferroviaire. Mais parlons d'abord de la NCC. Lorsque le ministre est arrivé au pouvoir, la NCC était pratiquement par terre. Il y avait même des mandataires qui étaient nommés mais qui n'étaient pas encore opérationnels. Mais Par manque de moyens, on peut dire. bon, pas par manque de moyens, mais il y avait des petits problèmes qui demandaient à ce qu'ils puissent être opérationnels pour pouvoir relancer l'entreprise. Cela fait chose faite et l'entreprise s'est lancée. Et le ministre s'est battu pour que cet instrument redevienne opérationnel. Je veux quand même vous rappeler un peu l'histoire. La NCC a été créée à côté de la GECAMIN. C'était principalement pour transporter les minéraux. Mais à cela, il faut ajouter les trains passagers, parce que les minéraux aussi, les passagers. Alors au jour d'aujourd'hui, vous savez la situation de la GECAMIN, mais du côté passager, la NCC a repris ses activités. Donc la NCC a repris ses activités. Le tout dernier train voyageur, d'ailleurs, vient d'être lancé entre Lubumbashi et Monédu. C'était le 6 janvier dernier. Ce sont des trains pimpant neufs, modernes, trains passagers, quand vous êtes dedans. Le 6 janvier 2021, Nous sommes le 8, aujourd'hui c'était avant-hier, si je peux pas. il y a 2 jours. 2 jours. Ok. Donc on a lancé à Lubumbashi. Le train est parti de Lubumbashi à Monédu. Donc de ce côté, les choses sont en train de bouger. Et je pense que même sur le plan du personnel, les choses sont en train de bouger. Est-ce que la situation du personnel aussi s'est vue améliorer? Oui, de ce côté, le ministre est en train de faire un effort pour pouvoir améliorer la situation du personnel. Parce que vous savez, ce n'est pas seulement la situation de la SNCC, mais c'est pratiquement la plupart de nos entreprises. Ils souffrent d'un problème de la gestion du personnel. Parce que nous avons un personnel vieillissant et se pose un problème de l'envoyer en retraite. Et cela pèse sur Il y a pas l'entreprise. aussi de moyens pour envoyer ces personnels. Oui, mais cela pèse sur l'entreprise. Parce que vous devez comprendre, tant que quelqu'un ne part pas en retraite et qu'il ne peut pas exercer, il devient une charge pour l'entreprise. Oui, il doit être rémunéré chaque mois. C'est pour ça que vous vous rendez compte que dans certaines entreprises, nous parlons sur la NCC, il y a des postes qui sont payés 3 fois. C'est-à-dire que 2 personnes qui devaient déjà aller en retraite, qui ne sont pas parties, qui continuent à être prises en charge, et quelqu'un qui est actif. Et cela pèse sur l'entreprise. Et le ministre est en train de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir, petit à petit, envoyer ceux qui doivent aller en retraite et essayer de donner un bouffée d'oxygène pour que la NCC puisse bien respirer. Par rapport à la NCC toujours, de ce côté-là, vous savez que nos entreprises ont bénéficié d'un régime d'avant qui ne les inquiétait pas par rapport à leur patrimoine. Mais avec le droit WADA, il faut qu'ils soient devenus des entreprises privées, il faudrait que leur patrimoine soit protégé. Là, c'est aussi un problème. Vous verrez qu'il y a beaucoup de conflits devant nos cours et tribunaux. Je suis avocat, je sais de quoi je parle. Il y a beaucoup de conflits. Les biens de l'État sont pris par telle personne. Tout ça parce que le patrimoine n'était pas protégé. Mais le ministre a initié une campagne aujourd'hui pour pouvoir protéger le patrimoine de toutes ces entreprises et établissements publics qui sont sous sa tutelle, notamment la SNCC. Et c'est là, je crois, au mois de novembre, le ministre avait diligenté une mission, nous avons été au courant, au Katanga, d'abord qui est en cours, pour pouvoir inventorier tout le patrimoine immobilier de la NCC en vue d'une protection juridique par rapport à leurs titres. Donc vous voyez que tout ça, c'est pour pouvoir donner un nouvel élan, un nouveau souffle à cette entreprise qui est très importante pour l'économie de notre pays. Donc de ce côté ferroviaire, les choses sont en train de bouger et j'espère qu'avec l'avenir, il y aura beaucoup plus de réalisations à faire. Toujours par rapport au secteur ferroviaire, tu peux prendre en général, parce que vous savez, le secteur ferroviaire, comme on dit, notre pays, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays qui s'est mis enclavé. Notre pays s'est mis enclavé. Malgré sa grandeur, la superficie, nous sommes semi-enclavés. Il a fallu la diplomatie ou bien la souplesse des colons, des Belges, pour pouvoir nous attraper les 40 ou les 50 mètres qui nous ouvrent vers l'océan. Mais en dehors de cela, nous sommes enclavés. Et là, il faut une politique d'ouverture. C'est comme ça qu'au ministère, vous avez une structure qu'on appelle le CEPCOR. Mais vous, en tant qu'expert, vous pouvez aussi faire une proposition aux autorités parce que tout Congolais a le droit de faire des propositions dans le but de changement. Justement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il y a une structure qui est rattachée au ministère des Transports que beaucoup de gens ne connaissent pas, ça s'appelle le CEPCOR. C'est la cellule de corridors. Nous avons le corridor central et le corridor nord. C'est-à-dire, ces structures-là créent des ouvertures pour permettre à notre pays de respirer. Et dans ce contexte-là, le CEPCOR regroupe 5 pays. Il y a le Congo, disons la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Burundi.
Dans ces secteurs-là, les ministres avaient diligenté une mission pour pouvoir signer un MOU qui avait été signé depuis très longtemps pour un projet de chemin de fer à écartement standard qui va de la Tanzanie jusqu'à Kindu. Si vous avez suivi les images, le ministre a été au Burundi par rapport à ça et le gouvernement est en train de faire tout pour mettre le moyen pour pouvoir booster cet ouvrage régional qui est d'une très grande importance, qui pourra donner un bouffée d'oxygène à nos populations et permettra un développement de ce côté-là et aussi qui pourra apporter la sécurité parce que vous savez qu'on ne fait pas les affaires sans sécurité. Donc, le chemin de fer à écartement standard qui partira de la Tanzanie, qui va passer au Burundi en passant par Uvira jusqu'à Kindu. Donc, ça c'est sur le plan régional. Oui, j'étais en train de parler de la SCTP, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'arriérés des salaires là-bas, il y a eu beaucoup de marges que nous constatons. Qu'est-ce qui se passe réellement à la SCTP ex-Sonatra? Oui, merci. La situation de la SCPT est un peu similaire à la NCC, un peu similaire, mais de ce côté-là aussi il y a eu des réalisations. Le ministre a réceptionné, je crois, une locomotive avec l'aide de la coopération JICA, qui est déjà en circulation. Bon, c'était un début, hein? C'était un début. Vous savez que la pandémie Covid est venue paralyser beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout le monde se cache derrière la pandémie. Hein? Si nous devons être pragmatiques, nous dirons que le ministre n'a travaillé que pendant 6 mois. Donc toutes les réalisations que nous mettons dans l'actif de ces ministres ne doivent être jugées que pendant une période de 6 mois. Parce qu'en fait, maintenant, ce sont les retombées de ce qu'il avait fait dans les 6 mois. Toujours au niveau du personnel, vous savez que les ministères des Transports, surtout la SCPT, il y a toujours des grognes, des grèves, tout ça. De temps en temps. Oui, oui, exact. Vous savez que dans les réalisations, souvent, les gens aiment ce qui est visible. Mais il y a des réalisations qui sont invisibles, notamment la gestion du personnel. Si vous allez dans une entreprise où il n'y a plus de grève, c'est-à-dire il y a la paix sociale. Le ministre a lutté aussi pour qu'il y ait la paix au niveau du SCPT. Je me dis que depuis qu'il est au pouvoir, à la commande de ce ministère, nous n'avons pas enregistré les remous-ménages, les grèves au niveau de la SCPT. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes que le ministre, par sa politique, essaie de bien gérer avec la direction générale et éventuellement la délégation syndicale. Ça, c'est aussi un avance. Donc, c'est aussi une avancée importante qu'il faut mettre dans l'actif de ces ministres. Dans le secteur fluvial, là, je voudrais vous ramener au niveau de la régie des voies fluviales, RVF. Là, il se pose un problème de balisage. Il faut baliser nos rivières. Parce que, au fait, la RVF, c'est comme la Seine-Père, mais pour le fleuve et les lacs. Ils balisent les lacs pour permettre aux bateaux de... Est-ce que la RVF là de moyens? Je vais justement vous dire, parce que nous avons les informations, nous avons dit que nous suivons de près les activités au ministère des Transports et des Communications. Au jour d'aujourd'hui, il y a 2 baliseurs qui ont été commandés pour pouvoir permettre à la RVF d'assurer son travail et pour permettre aux bateaux de bien circuler. Et même alors, dans ce domaine-là, c'est vrai peut-être que de gros bateaux ne circulent pas encore, mais le ministre, sur le plan tout à fait réglementaire, a pris des dispositions pour éviter le plus possible des accidents. Je vais vous rappeler que le ministre a été cueilli à froid quand il est arrivé. Il est arrivé aussitôt nommé, aussitôt il y avait un naufrage. Je crois que parmi sa première mission qu'il a faite, c'était aller trouver des cadavres vers Maluku. Vous voyez, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas de moins à moins. Évidemment, les accidents, on ne peut jamais arriver au moins 0. Les accidents, il y en aura toujours. Mais du moins, depuis qu'il a commencé, jusqu'à je pense que de ce côté, on parle de moins en moins d'accidents parce que la réglementation... Les travaux de balisage ont été faits. Les travaux de balisage sont en train d'être faits, mais je passe le plan réglementaire. On a renforcé les normes pour pouvoir respecter les temps de départ et d'arrivée. Est-ce que sincèrement, au niveau de nos ports, il y a ce respect-là, cette rigueur qui est constatée pour essayer de respecter tout ce que vous dites là? Vous savez, là, il s'agit de l'application des règlements ou bien des lois prises. Oui. Le ministre a pris toutes les dispositions possibles pour que les mesures prises dans ce secteur-là soient respectées. Et je crois que cela est en train d'être fait parce que nous enregistrons de moins en moins les accidents par rapport au temps qui était avant que l'on vienne de tout ça au gouvernement. Vous pouvez rassurer à nos téléspectateurs que ce que vous dites est vrai. Si nous descendons maintenant avec vous, aujourd'hui et demain, on va voir que
c'est respecté, c'est en train de se faire comme vous êtes en train de le dire? Oui, c'est vrai ce que vous dites là. Parce que le ministre peut rester au bureau, on lui fait un rapport, mais qui n'est pas vrai peut-être. Il est aussi vrai que le ministre ne peut pas être partout à la fois. Oui, ça c'est vrai, mais il doit aussi avoir de bons collaborateurs qui peuvent aussi être comme ses yeux, comme ses oreilles, partout où il y a des coins où lui est en train de superviser. Exactement. Vous vous rendrez compte que quand vous arrivez aux aires de service, vous trouverez les services de l'État qui sont opérationnels. Mais il faut savoir que les hommes ont parfois le goût de l'interdit. Hein? Il y en a toujours qui transgressent la loi. Mais ce qui est vrai, c'est que les normes prises sont en train d'être respectées. Et les commissaires maritimes sont là pour veiller à ça. Et ceux qui ne le font pas sont sanctionnés, en tout cas par le ministre. Parce qu'il y a les services techniques qui suivent ça. Hein. Donc il y a le secrétariat général, il y a la direction de la marine qui sont sur terrain, qui font le rapport au ministre à tout moment et le ministre prend les dispositions qu'il faut. Il y a eu des mesures que le ministre a prises pour interdire. En fait, ce n'est pas pour interdire, c'est pour appliquer la loi. Parce que la loi interdit les embarcations à des aires nocturnes. Parce que c'est difficile de contrôler. De contrôler. Ouais. C'est-à-dire, en principe, après 18 heures, on ne peut pas circuler. Mais généralement, qu'est-ce que font nos embarcadères? C'est à ces heures-là qu'ils quittent. Ils aiment sillonner la nuit. Et c'est pas... Avec tous les risques. Et c'est à ce moment-là qu'il y a trop d'accidents. Vous vous rendez compte qu'il y a rarement de naufrages de la journée. C'est souvent la nuit ou bien aux petites heures du matin. Et de ce côté-là, je crois que le ministre a mis un package de mesures pour pouvoir décourager ce genre de comportement. Vous vous souviendrez, si je peux encore revenir, pour la période de pandémie, le ministre avait mis des barrières à travers... il a fait une mission qu'il a amenée du Bas-Congo jusqu'au Kasaï. Il a mis des barrières pour pouvoir juguler tant soit peu la propagation de la pandémie Covid-19. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nos frères contourner ces barrières-là. Là aussi, c'est un problème d'homme congolais. Il faudra aussi qu'on éduque l'homme congolais pour pouvoir arriver à respecter les instructions données par les responsables de la République. Dans le maritime, pour qu'on continue un peu de secteur maritime, vous savez que, comme j'ai dit que notre pays était semi-enclavé, nous avons l'ouverture à la mer qui est au niveau des bananes. Et ce qu'on appelle le bief maritime. Le bief maritime-là doit être entretenu pour permettre aux bateaux de pouvoir venir accoster dans nos ports. Aujourd'hui, tout le monde sait que notre douane est peut-être la douane la plus chère au monde. Ce n'est pas fait expressement. C'est à cause de ces choses-là. Il y a des gros bateaux qui doivent accoster à Pointe-Noire, on fait le transbordage et puis ça vient ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fallu? Il a fallu maintenant draguer notre pays. Donc, notre pays, notre gouvernement, à travers les services qu'on appelle la CVM, la Congolaise des voies maritimes, avait des dragues. Mais qui dataient de quelle année? C'est des années 70. Et nous sommes restés comme ça, sans drague. Et il a fallu que le ministre arrive pour que notre pays puisse avoir une nouvelle drague. C'est vrai que c'est une drague d'occasion. Mais, c'est-à-dire, parce que vous parlez des dragues d'occasion, est-ce que la RDC n'a pas l'argent, n'a pas de moyens pour acheter un truc neuf? Pourquoi trouver des trucs d'occasion? Lorsque le ministre a pris à charge de ce département, il a rencontré des grognes à la CVM. C'était juste le problème de la drague. Et le ministre a promis qu'on leur donnerait une drague. Et cela est fait. La drague neuve, pour l'avoir, il faut faire une commande 7 ans avant. 7 ans. Donc, si aujourd'hui on a fait la commande d'une drague, aujourd'hui en 2021, nous l'aurons en 2028. Et la CVM louait une drague à 5 millions de dollars. 5 millions de dollars l'an, le mois? 5 millions l'an. Et la délégation syndicale a proposé au ministre d'acheter même une drague d'occasion qui pourrait être opérationnelle. Si on faisait la commande, on va l'avoir on reçoit dans 7 ans. Et c'est à combien le prix et c'est à combien? C'est pas moins de 40 millions. Alors la délégation syndicale a fait des propositions au gouvernement, au ministre, pour dire si on peut acheter, si vous pouvez nous acheter même une drague d'occasion. En attendant, ça peut nous permettre d'économiser et de réaliser aussi des recettes pouvant nous permettre d'avoir une nouvelle drague. C'est à quoi le ministre a répondu positivement. Aujourd'hui, c'est chose faite. C'était, je crois, au mois de décembre que le ministre a réceptionné. Au fait, le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre, il a réceptionné la drague Manzalino 2 au profit de la CVM. Je crois qu'aujourd'hui, la CVM a un outil de travail
qui pourra permettre de draguer les biefs maritimes et permettre aux navires d'accoster normalement au niveau de Boma et de Mwanda et puis donc de Boma, et puis cela va permettre une remise de l'activité, donc une reprise des activités au niveau de la CVM et bien entendu de la SCPT, parce que la SCPT a aussi un port là-bas qui dépend aussi de ce travail-là. Sur les secteurs aériens. Sur le secteur aérien, vous savez que le gouvernement, notre pays a toujours eu une compagnie nationale. À l'époque, c'était Air Zaïre et puis c'est devenu LAC, tout ça. Aujourd'hui, nous avons Congo Airways. Lorsque le ministre est arrivé au pouvoir, Congo Airways avait, je crois, 4 avions. Je crois qu'il y a 2 A320, non, 2 Airbus A320 et puis des bombardiers qui 400 qui me parviennent à l'Ottawa. Oui, oui. Mais aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'être dans la délégation en tant qu'expert que le ministre avait envoyé au Brésil pour faire la commande des avions. Commande, oui, mais les avions ne sont pas encore arrivés jusqu'à présent. Les avions ne s'achètent pas comme des chemises, comme des pantalons. Hein. Les avions se font par commande. C'est-à-dire que vous devez commander et puis on le fabrique pour vous. Ces avions devaient être livrés fin cette année. Vous allez encore dire que c'est de l'excuse. Mais ce n'est pas l'excuse, c'est une réalité. La pandémie 19 a paralysé beaucoup de choses. Et nous sommes au Brésil, vous connaissez les taux. Donc, les avions sont commandés. Bientôt, Congo Airways va avoir dans sa flotte presque 10 avions. Parce qu'il y a eu... Et là, il y aura combien d'avions qui vont arriver à Kinshasa par rapport à ce que vous avez commandé? Si les téléspectateurs qui nous suivent peuvent savoir déjà, si ce n'est pas un secret. Non. Bon, ça, ce sont des prévisions. Il peut toujours avoir des changements, mais sauf imprévu, vers la fin de cette année, on n'aura pas moins de 4 avions qui vont arriver. Vers la fin de cette année, nous sommes au mois de janvier, donc nous devons compter encore 11 mois. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut retenir des avancées, les grandes lignes sur tous ces secteurs, secteur fluvial, secteur ferroviaire, aérien, maritime? Qu'est-ce qu'on peut retenir des avancées et des grandes réalisations enregistrées sous le leadership de Maître Didier Mazengo-Moukandou, ministre des Transports, pendant toute cette période qu'il est à la tête de ce ministère? Ce qu'on peut retenir, et ce qui est visible, c'est que ce ministre, à son arrivée à ce portefeuille, pose des actes. Pose des actes que la population attend. Il pose des actes, et c'est là dans tous les secteurs d'activité de son ministère. C'est là dans tous les secteurs d'activité de son ministère. Et il y a des projets qui sont déjà réalisés, il y a d'autres qui sont à réaliser. C'est-à-dire il travaille et le secteur bouge. Donc, ce qu'on peut retenir dans ce secteur d'emblée comme ça, on dirait que au Congo, il y a un ministère qu'on appelle le ministère des Transports et il y a un ministre qui travaille. Un ministre qui travaille et qui peut être témoigné par tout le monde. Donc, nous pensons, nous en tant qu'experts, vous savez que le transport, c'est le pile dorsal de développement de tout pays. Oui. Et le ministre travaille pour que ce pays se développe à travers les transports. Parce que vous savez que le Congo, on ne peut pas parler de la malnutrition au Congo. Au Congo, les gens ne manquent pas à manger. Parce qu'il y a des coins où les gens jettent à manger. Il y a d'autres coins où les gens manquent à manger. Il faut seulement relier les points où il y a à manger et les points où il manque à manger. Et ça se fait par les transports. Par tout le mode de transport. Vous avez, par exemple, le mode aérien qui peut desservir là où on ne peut pas construire des routes, là où il n'y a pas de lacs, là où il n'y a pas de rivières, on peut utiliser l'avion. Donc, ce secteur-là est très important et les ministres sont en train de travailler dans cette vision-là, dans la vision du chef de l'État, qui veut que les actions passent avant la parole. Et je peux comprendre pourquoi il a son slogan qui dit toujours, qui sort dans toi, les actes d'abord et les paroles après. Et il est en train de les prouver sur terrain. Le ministre des Transports, Didier Mazengo-Moukandou, a été plébiscité meilleur ministre parmi les ministres du gouvernement Ilunkamba. Est-ce que nous pouvons dire que c'est mérité? Moi, je pense que c'est mérité. Pourquoi? Pourquoi je dirais que c'est mérité? Nous avons un gouvernement de 65 ministres. S'il faudra tenir en compte, prendre l'aspect que cela a été
à coup de billets des banques, je pense que tout le monde donnerait de l'argent. Et je ne vois pas, et je ne sais pas si le ministre Didier Mazenga a besoin de donner l'argent pour qu'on récolte les actes qu'il fait. Parce que déjà, la population le juge comme ça. On cherchera, Excellence, Monsieur le ministre, Maître Mazenga Mokanzu, Didier, nous chercherons à vous rencontrer selon votre disponibilité, bien sûr, pour essayer d'éclairer la lanterne de la population sur certaines questions qui fâchent. Peut-être que mon invité, Maître Babi, ne peut pas et n'est pas habilité à répondre, oui. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, Maître Babi Kayeye. En 2 minutes, comment pouvez-vous conclure cette interview d'aujourd'hui, qui n'est pas la dernière? On aura à vous inviter dans les jours à venir, pourquoi pas? Oui, je vous remercie sincèrement pour cette occasion, une fois de plus, parce que je devais d'entre Dieu. Mais je voulais quand même dire un mot par rapport à son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et de Communication, Maître Didier Mazenga Mokanzu. Vous savez, il y a un principe qui dit « Les hommes civilisés respectent les principes ». Maître Didier Mokanzu est passé d'une école. Il est de l'école de Gizenga, l'immortel Gizenga. Il est du Palou. Tout ce qu'il fait, c'est la résultante de ce qu'il a appris dans le parti du patriarche Antoine Gizenga. Et ce parti, comme vous savez, c'est le fils aîné de tous les partis politiques au Congo, qui a de l'expérience, qui a vu des générations passées. Et chaque génération a laissé sa touche. Et c'est comme ça que vous voyez que lorsqu'il est au gouvernement, il travaille, il ne fournit aucun effort pour... Il fait ce qui a toujours été fait au niveau de la base, à la disposition de la population. Et je pense que nos partis politiques, dans leur diversité, doivent apprendre à former les jeunes gens, à former les militants et les militantes, pour qu'ils savent ce que c'est être un citoyen. Et que lorsque vous avez des postes de responsabilité, que vous devez travailler pour la nation. Et cela fera la fierté et de votre nation, et surtout de là d'où vous venez, la source. Et je pense qu'aujourd'hui, si le patriarche vénérable d'Antoine Gizenga était encore vivant, il serait très fier de son poulain. D'entendre la société parler de lui et qu'on sache qu'il vient du Palou, je pense qu'il serait très... Il est difficile qu'on dise de ces ministres de savoir s'il est de quel parti quand on les voit agir. Quand on les voit agir, il est difficile de lui donner l'appartenance politique. Mais il est du Palou. Et je pense que le Palou peut même constituer un modèle. J'ai souvent aimé leur slogan quand ils disent « Palou Mide à Congo ». J'espère que la lampe, comme dit la Bible, lorsqu'on l'allume, on ne la met pas sur le chandelier. On la met sur la table pour qu'elle brille et que les gens voient dans la lumière. Et je pense que ce ministre, c'est une lampe qui brille. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Babi Kayeye, juriste de formation. Je rappelle à nos téléspectateurs que c'est un expert dans les secteurs de transport. Avec lui, nous avons pu analyser les grandes réalisations qui ont marqué l'année 2020 dans les secteurs de transport. Je vous dis à vous aussi, mesdames et messieurs, merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo, qui porte mon nom bien sûr, pour être informé sur l'actualité globale et générale dans les secteurs des infrastructures et développement en RDC. Mesdames et messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Nous dédions cette émission à un téléspectateur qui aime bien cette émission, qui souffle à une bougie de plus, Crispin Makadi, papa d'amour. Bon anniversaire et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.